bonjour. J'aime pas les dictateurs. C'est ce que j'étais en train de dire. J'aime pas les dictateurs. Bon, ça arrive. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Ça sera maintenu dans le montage. Le Café des experts économiques est de retour ce mardi, comme prévu, un mardi sur deux. Nous sommes très heureux de faire notre deuxième émission de la saison. Je ne sais plus si c'est la saison 5 ou 6, et d'avoir avec nous nos experts. Aujourd'hui, Omar Berkouk va suppléer Ali Haddad. Ali Harbi, c'est bien fait pour lui de ne pas avoir été ici. Ali Harbi qui a été retenu en dernière minute. On aurait dû être 3 sur ce plateau, nous sommes 2. Nous sommes très heureux de recevoir Omar Berkouk de retour en Algérie depuis quelques jours. Après une longue parenthèse due notamment au Covid et à la difficulté de se déplacer. Marhaba bik Omar, merci d'être avec nous au Café des experts économiques. Reda Amrani, on s'est chamaillé sur Mouloudi Al-Yusma avant l'émission. Et on s'est chamaillé sur la Russie, d'où ma dernière phrase, je n'aime pas les dictateurs. Je parlais de Poutine, je ne parlais pas de quelqu'un de chez nous. Qu'on soit d'accord. Moi j'adore les débats contradictoires, voilà, surtout Yasma Mouloudi. On vous fera profiter de ce débat dans un autre espace, pas celui du Café des experts économiques. Merci, vous avez été nombreux à cliquer sur l'émission précédente. On espère vous voir souvent, nombreux à suivre le Café des experts économiques. On va continuer de développer, il y aura probablement un VTR qui va s'insérer chaque semaine en début d'émission. On le prépare. Et il y aura du nouveau dans la présentation de ce format qui est adoubé, qui est plébiscité par notre public et nous en sommes très heureux. Alors, deuxième émission de l'année. On va essayer d'être un peu positif, Omar, Reda. Les comptes extérieurs de l'Algérie se sont redressés en 2022. Merci Poutine, invasion de l'Ukraine et donc la montée des prix de l'énergie. En principe, quand ça s'arrange de ce côté-là, le moral des chefs d'entreprise, le moral des investisseurs se redresse. Il était très bas, il faut le dire, avec le Covid et le milieu dont on va parler, le contexte répressif avec les arrestations et les ISTN et les poursuites, etc. La question que ce numéro du Café des experts économiques va se poser avec vous, messieurs les experts, c'est après 3 ans d'atonie, après 3 ans de doute et donc de quasi-arrêt des investissements, les investissements sont-ils de retour? Les investisseurs sont-ils de retour? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'à la faveur de ce contexte de 2022, nous sommes à la rentrée sociale, il y a plus d'intention d'investir, il y a plus de projets? Est-ce que ça bouge? Reda. Moi, je module un peu ce que tu viens de dire. On avait découvert, et nous et les autorités, qu'il y avait plus de 1500 projets qui étaient bloqués. On a même, le médiateur de la République a été mobilisé pour ça, et près de 1000 projets qui étaient là en train d'être réalisés, qui étaient bloqués par l'administration pour une raison ou pour une autre, ont été débloqués. Ça veut dire qu'au niveau de la PME, de la PMI, il y avait des investisseurs. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu un arrêt à ce niveau-là. Je parle de la PME, PMI privée. Parce que tous ces projets, c'est des projets du secteur privé qui étaient bloqués de façon vraiment imbécile. Il n'y a pas un autre mot. On se tire des balles pas une balle, des balles dans les pieds. Un pays qui a besoin d'investissement et qui bloque bureaucratiquement et par la chipa ou je ne sais quoi, les projets. Donc, il y avait une dynamique, il y a une dynamique. J'écoute, moi, à la télévision, on nous montre tous les jours 2 ou 3 usines qui viennent d'être redémarrées, qui viennent d'être libérées. J'ai trouvé des investisseurs positifs, optimistes et qui vont au combat. Ça veut dire que l'investissement, en réalité, n'a pas été freiné. Il y a une dynamique. Est-ce que cette dynamique va être entretenue, maintenue? Est-ce que surtout la confiance, moi je parle de la confiance, est-ce que la confiance va être rétablie? Est-ce que l'acte de gestion, si tu veux, va être libéré des contraintes juridiques même? Parce qu'on stabilise avec le nouveau code des investissements, on a promis une stabilité des règles et des lois de l'investissement. Est-ce qu'on va aussi permettre à dépénaliser l'acte de gestion, que ce soit pour un privé ou pour... Les 1500, c'est quel
data carbone, j'allais dire. C'est quelle datation? C'est des investissements qui sont de 2015, 2016 qui sont bloqués? Qui étaient bloqués de 2015, 2016, 2017 et qui, en 2020... On est sûr que ça a vraiment redémarré parce que souvent, l'investissement qui n'a pas pu être fait en son temps, on connaît ce que c'est un business model, on sait ce que c'est les éléments. Est-ce que réellement, est-ce qu'on n'est pas sous le coup de la propagande pour dire on a levé les obstacles et donc... parce que... Je lis entre les lignes, je lis de façon critique, j'ai mon esprit critique, j'analyse. L'industrie, je crois en connaître un bout quand on me montre à la télévision une usine, je vois tout de suite si c'est une usine réellement neuve, si c'est une usine qui a été étudiée ou si c'est un amas de machines. Et donc, c'est des usines correctement étudiées, correctement réalisées. Quelques-unes c'est des amas d'équipements, mais les autres sont vraiment bien structurées. Donc ça, c'est du RAR. Donc, on va l'appeler comme ça, dans le jargon ancien. Pour moi, RAR, c'est reste à réaliser. Moi, je continue dans à les dire nouveaux que le verre est à moitié plein. D'accord. Dans ce domaine-là, c'est le but. Hein, c'est à moitié plein et qu'il y a une dynamique, il y a des investisseurs. Il faut les encourager, il faut rétablir la confiance, il faut que les banques soient avec elles aussi, non seulement pour poursuivre leurs investissements, mais aussi pour les aider dans leur exploitation. Elles ont besoin aussi d'être soutenues, d'avoir leurs fonds propres ne leur permettront pas, si tu veux, de faire face à leurs besoins de crédit de fonctionnement. Donc là, il faut continuer à encourager, mais aussi le seul problème, là, on va aborder peut-être une autre question. Oui. Bon, on en parlera après si tu veux. Des autres éléments. Omar, tu as fait un peu le tour de la place. Est-ce que tu as senti cette volonté d'aller au combat chez les investissements, le frémissement? Bien sûr, les 1500 projets bloqués ou en stagnation depuis des années, c'est le serpent de mer. Donc, même ces 1500 projets, il faudrait les passer à la loupe de l'actualisation. Sont-ils toujours d'actualité, etc. Mais la question de l'investissement, elle relève de 3 critères. Est-ce que le contexte est favorable du point de vue économique? Est-ce que j'ai du financement? Quels sont les risques que je prends en investissant soit dans un secteur ou dans un pays? C'est ce type d'argument qu'il faut questionner. Donc, l'Algérie a rétabli ses comptes, comme on en a discuté tout à l'heure, les comptes extérieurs, à la faveur de la remontée du prix du pétrole. Mais ce rétablissement des comptes va-t-il favoriser l'investissement privé, c'est-à-dire se redéployer? Toutes les annonces que l'on a entendues de nouveaux projets sont d'ordre public. L'économie algérienne repartira avec le privé. Donc le privé a besoin de financement. Les banques sont-elles en capacité, elles ont amélioré leur situation, sont-elles en capacité de financer des projets? Pas plus tard qu'hier, et je n'aime pas trop les anecdotes, mais c'est important, je discutais avec un porteur, au-delà d'un porteur de projet, c'est un investisseur qui a sorti à Sidi Abdallah une usine qui fabrique les sprays, notamment un générique de la ventoline, qui n'est pas importé. L'investissement, il est lourd, il est capitalistique, il a besoin de 80 millions de dinars de fonds de roulement. Ça veut dire qu'il y a des banques qui ont accepté de lui financer les équipements, l'installation, et il n'a pas de crédit. Donc cet investissement, il peut être à risque en raison du financement. Donc le nerf de la guerre, c'est le financement de tous les projets, nouveaux ou anciens. Et si je ne voulais pas mettre en premier le financement, moi je mets d'abord la volonté de créer de la richesse. Parce que on va aller voir une banque quand on a un projet. Et ma première question, c'est est-ce que les investisseurs aujourd'hui se déploient avec de nouveaux projets, avec de nouvelles idées, avec de la volonté? Je pense qu'un investisseur est un acteur économique qui ne cesse d'investir. Tout à l'heure, on parlait des joueurs de foot qui veulent gagner une coupe. L'investisseur, c'est dans son ADN. Donc, que ce soit le profit ou la création de valeur, mais s'il n'a pas les conditions. Donc, en Algérie, il y a bien des investisseurs à l'affût d'une ouverture pour investir. Donc, tous ne cherchent pas à partir.
tous n'ont pas baissé les Ça bras. veut dire qu'il y en a qui cherchent à partir. Mais bien entendu. Bah, Mais ça bien- fait partie, oui. mais- Ceux-là ne vont pas investir, ils sont, mais ils bien sont dans sûr. une courbe de désinvestissement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais Reda a choisi de ne pas en parler parce qu'il a choisi de montrer le verre à moitié plein aujourd'hui. On va revenir tout à fait. Reda. Mais non. On peut parler de ça, il n'y a pas de tabou, hein. Il faut être... Non, il y a une année, la tendance c'était désinvestissement. Tout à fait, Voilà, tout il y a à fait. un peu plus d'une année. Ça, c'est en train de changer. Mais ce n'est pas désinvestir, c'est cesser de vouloir investir. Oui. Parce que ce qu'ils ont investi, Ils il le est là. vendront à quelqu'un d'autre. Ils le vendront à quelqu'un d'autre. Mais non, c'est les nouveaux projets. Et les nouveaux projets dans la sphère privée ont manqué d'oxygène. L'oxygène, c'est le financement, c'est les difficultés administratives, c'est la limitation des importations, des intrants. Donc, quand on regarde la balance commerciale du pays, on constate que les biens d'équipement représentent un quart de cette balance commerciale. Donc, même s'il n'y a pas eu une volonté de restreindre les investissements, le désir de contraindre les importations touche les investissements. Donc il n'y a pas que le financement. Si vous obtenez un crédit bancaire que vous ne pouvez pas importer parce qu'il y a des difficultés, ça se traduit par une limitation des investissements. Alors, on a bien retenu que l'élan, parce que bon, c'est une carence classique, c'est Abdelatif Benachnou, professeur et ancien ministre des Finances, qui disait que tant qu'on restait à 2,5% d'investissement privé en Algérie, productif privé en Algérie, en privé, enfin, on n'arriverait pas au taux de croissance que souhaite Reda Chakimissant, les 8-9% qui nous permettraient de décoller. Et donc c'est un peu cela qu'il faut regarder, c'est la part de l'investissement productif privé. Mais chez nous, il a été pendant longtemps, enfin dans l'allocation des ressources, c'est l'État qui a la part du lion, et c'est la commande publique qui commande, qui décide du rythme de l'investissement privé. Et puis toute une partie de l'oligarchie de l'époque de Bouteflika s'est arrimée à la commande publique, les Haddad, les Koninef et que sais-je. Aujourd'hui, est-ce que, Reda, tu trouves que l'impulsion par la commande publique peut encore être un bon recours pour dynamiser l'investissement privé? Même l'impulsion par la commande publique, on l'a dit, moi j'ai eu une discussion, je me souviens déjà en 2003 avec Abdelatif Benachnou à une conférence, et je lui ai dit de faire du Keynes. À l'époque, on faisait du financiarisme avec le système du Chicago Boys. Je lui ai dit non, il faut faire du Keynes. Mais tu fais du Keynes avec les entreprises algériennes, la commande publique, pas en amenant des Chinois ou des Turcs. C'est ça la relance, c'est ça le développement, c'est pas autre chose. Et donc, mais je ne reste pas, moi, figé sur la commande publique. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui bloque l'investissement, qu'est-ce qui n'encourage pas l'investissement. Est-ce que nous avons des aides? Est-ce que nous avons déjà une stratégie de développement? On ne l'a pas, elle n'est pas inscrite. On parle de stratégie, mais on ne l'a pas. Est-ce que dans le cadre de ces stratégies, est-ce qu'on développe des politiques d'investissement ou des politiques, si tu veux, industrielles, des politiques agricoles, des politiques touristiques, des politiques énergétiques? Est-ce que nous avons ce genre de politique? Aujourd'hui, y compris les États-Unis reviennent aux stratégies et aux politiques industrielles avec les problèmes de relocalisation et de leur appareil, de leur grand appareil, de leur industrie militaire. Les Européens en sont à ça. Et l'Asie n'a jamais quitté cet espace-là. Nous n'avons pas ces espaces-là. On a quand même une montée du protectionnisme depuis quelques années qui s'est exacerbée avec Majid Tebboune, qui en général est plutôt favorable à la substitution d'importation. On peut je suis d'accord avec toi. Il y a des marques de chocolat qui ont émergé depuis que... Enfin, j'ai cité chocolat parce que je suis fan de chocolat, mais il y a... Le problème n'est pas là. Nous avons. C'est pas suffisant quand on sait que l'importation ne va pas vous concurrencer. Non, c'est pas une question de bloquer seulement les importations sur une décision administrative ou dictatoriale même, je dis, parce que la dictature est des fois là de bonnes choses. On peut décider sans avoir à rendre des comptes devant l'Assemblée. Mais le problème, si tu veux, là, est-ce que nous avons les instruments de notre politique de développement? Est-ce que nous avons les espaces internes? Est-ce que les chambres de commerce et d'industrie jouent leur rôle? Est-ce que, par exemple, moi je suis investisseur, je n'ai pas d'idée, est-ce que je peux aller à la chambre de commerce régionale et trouver, si tu veux, un portefeuille de projets sur lesquels je peux examiner et lancer mon investissement, réunir des ressources, réunir des équipages et y aller? Nous n'avons pas ce genre d'instrument. Tu veux dire qu'il y a des gens qui ont les moyens, mais qui n'ont pas l'idée, qui ont les moyens d'investir, mais qui n'ont pas la bonne idée, ils ne savent pas où il faut aller. Il n'y a pas seulement des gens qui ne savent pas où aller, il y a des besoins à satisfaire.
Et il y a des gens qui sont prêts à investir, qui sont prêts à aller au combat. Mais nous n'avons pas un environnement, un espace intermédiaire, un espace, si tu veux, de promotion de l'investissement qui aide, qui éclaircit. Avant d'aller à la banque, avant d'accuser les banques, combien de projets sont étudiés aujourd'hui? Combien d'avant-projets d'études détaillées nous disposons dans ces observatoires ou dans ces espaces intermédiaires? Nous n'avons pas. Il faut parce que avant de passer à la réalisation, il y a la partie engineering qu'il faut préparer. Il y a de l'engineering spécifique à un projet spécifique dans un endroit spécifique. Mais il y a des portefeuilles de projets que l'on doit préparer qui sont là. C'est du standard. Je prends un appel. Je suis un investisseur, soit une chambre de commerce, soit un espace, le centre technique de l'industrie automobile, ou le centre technique des matériaux de construction, ou le centre technique des industries textiles. Est-ce que vous avez un projet, soit d'une usine de confection, soit d'une usine de fibres artificielles? Il y a un manque, il y a un projet, il y a un bon besoin. Donc, nous n'avons pas les instruments de développement. Est-ce que c'est comme ça que les projets d'investissement naissent? Parce qu'on a plutôt l'impression que c'est plutôt, on veut se démarquer, on ne va pas aller... Non, mais il ne faut pas croire que la Turquie s'est développée de façon artificielle. Elle a mis en place ces espaces intermédiaires, ces banques de données, de projets. La Chine, c'est la même chose. Le Vietnam, la Corée, le Japon, comment ils ont fait? C'est par cet espace-là. Enfin, Teresa, tu es en train de dire s'il n'y a pas une stratégie globale, on ne peut pas inscrire... Il faut une stratégie globale et un matelas d'action. C'est des matelas de projets. Ils sont là. Et on assiste, et à ce moment-là, on aide les gens à les réaliser. On les assiste. Mais si on n'a pas cette vision et on n'a pas ces instruments, et à chaque fois, on fait du bricolage, ou on fait de l'à peu près, ou on fait de l'empirisme. On ne peut pas aller loin, on peut régler un problème une fois, deux fois, mais il faut une organisation, il faut une structure, il faut une infrastructure de développement. On peut s'arrêter une minute sur évidemment là c'est le côté, c'est le côté planification publique de l'investissement, mais du côté des acteurs... C'est pas public, attention. Cet espace-là, il est public et privé. Non, c'est la planification, se fait par le gouvernement. C'est les entreprises qui font partie des centres techniques et des chambres de commerce. C'est l'université, la recherche, l'enseignement, et c'est les industriels, et c'est les banques. Qui s'insèrent dans des plans... Et l'État, à partir de ces structures centrales, soit les ministères, soit les directions de l'industrie ou les offices publics. Moi, je voulais m'arrêter une seconde, peut-être un peu plus quand même, sur, on va dire, le casting, sur les acteurs. On a dit, est-ce que ça frémit, est-ce que ça bouge? Peut-être que vous ne voyez pas les mêmes investisseurs, les mêmes chefs d'entreprise. Ali, peut-être, s'il avait été avec nous, nous aurait donné le point de vue d'une autre catégorie de porteurs de projets. Il s'est passé quelque chose dans le capitalisme algérien avec le Hirak. Il y a eu la répression de ceux qui étaient les plus exposés, ceux qui étaient les plus proches du pouvoir politique. On a le sentiment qu'avec Abdelmadjid Tebboune, il y a un effet, une volonté de substitution. Bon, ceux-là, ils vont en prison et même ceux qui n'étaient pas dans le premier cercle, ni même dans le deuxième cercle, ont été menacés. Mais on n'a pas encore réellement vu émerger une nouvelle catégorie de capitaines d'industrie qui peut être la locomotive de cette phase d'investissement. Il y a eu cette nouvelle organisation patronale qui est dirigée par Kamel Moula, le CREA, mais qui n'imprime pas beaucoup pour le moment. L'ancien FCE est beaucoup plus présent et beaucoup plus actif, produit beaucoup plus, continue à être actif. Je ne parle pas des autres organisations, mais avec tout le respect qu'on leur doit, mais elles sont sur la scène. Mais ce renouvellement, on n'a pas le sentiment qu'il y ait lieu. Donc en termes d'acteurs émergents qui peut entraîner une dynamique d'investissement, ça reste là. Il y a les startups. Il y a les startups. Bon, on a trop chargé les startups en pensant que ça pouvait faire un capitalisme de substitution. On sait que 3 ans après, il n'y a pas encore, ou peut-être que je ne suis pas au courant, mais on n'a pas le sentiment qu'il y en a qui ont émergé, à part les VTR, à part quelques. On ne va pas dire qu'il n'y a aucun succès, mais il y en a quelques-unes. Il y a des succès, mais ce n'est pas... C'est pas ce qu'on espère. Les startups sont une grande industrie. Qui dépendent de donneurs d'ordre qui sont les entreprises qui sont déjà installées. Ma question, c'est quoi le casting de l'investissement aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir affaire à de nouveaux porteurs de projets? Est-ce que c'est les anciens? Est-ce que ceux qui ont été cassés vont reprendre confiance et être à nouveau des acteurs de l'économie parce qu'ils ont quand même des actifs, pour certains ils les ont préservés? Ou est-ce qu'il faudra attendre une nouvelle génération? Mais
pour ceux qui ont été cassés, je suis un peu dubitatif. Au-delà des aspects humains, on a constaté que leurs entreprises ne tenaient que par des opérations. C'est pas vrai pour Ben Ammar, hein. Oui. Il est en prison, mais Ben Ammar Oui, continue. oui, Les oui, Condors se sont sauvés, les Ben Hamadi se sont sauvés quand même. Oui, C'est pas tout. oui, mais le Made in Algeria de Condor, il faut l'investiguer, regarder quelle est la valeur ajoutée. Non, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc certains n'avaient pas de véritable entreprise. Pour avoir visité le siège de Haddad, j'ai cherché les bureaux techniques pour quelqu'un qui avait un carnet de commandes de 10 milliards de dollars, hein, avant d'être mis en prison, 10 milliards de dollars. Quand on visite Vinci ou Bouygues pour des chiffres d'affaires, bien sûr, beaucoup plus importants, on trouve des bureaux d'études, on trouve des gens qui fourmillent, etc. Donc, je peux me poser la question. Je veux dire, j'ai du mal pour les employés qui ont été licenciés, etc. Mais la réalité de l'entreprise, question mark. D'accord. Donc, peu importe. Peut-être que parmi eux, il y avait des hommes d'affaires, des investisseurs ou des chefs d'entreprise qui se sont retrouvés indûment embastillés ou écartés. Mais ce n'était pas. C'était le capitalisme de copains et de coquins pendant les 20 ans du règne de l'ex-président Bouteflika. Donc, la preuve de l'absence de pérennité de leur système, ce n'est pas un chef d'entreprise qui fait disparaître l'entreprise. D'accord ? Et les administrateurs qui ont repris les entreprises en déshérence n'ont fait que de la gestion au quotidien, ou voire de la liquidation. Donc, il n'y avait pas d'entreprise. Il n'y avait pas d'entreprise. Donc, ça. Ceux qui ont été cassés. Oui. Je les c'est plus que dubitatif. Oui. Mais en revanche. Qui ce n'est pas des noms longs. Je vous ai, sans citer son nom, je vous ai parlé de quelqu'un qui est dans le pharmaceutique, qui est dans le privé et qui monte un projet tout à fait nécessaire, dont on a besoin, qui va réduire les importations de ce type de produits. Il ne trouve pas le soutien. Mais il y en a d'autres qui voudraient investir dans le tourisme, qui voudraient investir dans l'agriculture et l'agro-industrie, les ensembles de conservation de produits alimentaires. On perd beaucoup de choses. Ça, pour rebondir sur ce qu'a dit Reda tout à l'heure, on peut aller chercher des idées. On peut aller chercher des idées auprès de chambres de commerce, des agences gouvernementales, mais dans aucun pays, on a des dossiers tout prêts. Quand on vous donne, vous avez 10 millions à placer, voilà un projet pour vous. C'est emballer la balance commerciale. C'est même l'inverse qui se passe. Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui a une très bonne idée, il vient à lundi, à lundi, il se la fait piquer. Oui, il se la fait piquer. Par quelqu'un mais un entrepreneur, il remplit un besoin, un gap. C'est quelqu'un qui, s'il est assez astucieux, il regarde la balance, les importations, et dans ce qui est importé, il peut proposer une offre algérienne, avec les moyens, et on devrait l'aider. Quelqu'un qui dirait « j'ai une idée de substitution de tel ou tel produit », on devrait l'aider. Il rentre dans la stratégie. Ça, c'est de la micro. Mais en macro, c'est au niveau, bien sûr, étatique. On n'est pas encore sorti. Même les pays développés choisissent des secteurs. Donc, il y a des grands secteurs dans lesquels l'État devrait concentrer les avantages fiscaux, les avantages douaniers, etc., parce qu'ils sont stratégiques pour le pays. C'est ce qu'on appelle les politiques d'investissement, les politiques industrielles. Stratégie de développement. L'investissement, c'est ponctuel. C'est déjà de dire je vais faire les énergies renouvelables, l'alimentaire pour nous et pour exporter parce que c'est facile et on peut le faire. On peut le faire. Le tourisme parce qu'on a un littoral inexploité, les énergies renouvelables parce qu'on a un espace dans le solaire. Voilà 4 grands secteurs que les autorités devraient favoriser. On ne dit pas qu'on exclut l'automobile, on exclut. Si vous voulez le faire, vous le faites avec vos moyens. Mais nous, c'est dans ces secteurs que nous voulons porter nos efforts fiscaux, douaniers, réglementaires, etc. Parce qu'ils sont considérés comme stratégiques pour le pays. Ça, c'est étatique. Le reste, celui qui a envie de faire des consoles de jeux,
sauf les importer de Corée. Il le fait. Mais le profil type de l'investisseur qui va nous faire remarcher vers l'avant, c'est pas les anciens, on a dit qu'ils étaient non, cassés. c'est pas les anciens. Mais dans les nouveaux, les têtes ne dépassent pas. Mais les têtes ne dépassent pas parce qu'ils ne dépassent pas le cadre. Ils n'obtiennent pas les autorisations, ils n'obtiennent pas les assiettes foncières. Donc on ne peut pas. Le pays est vaste. Il y a la volonté d'entreprendre partout dans le pays. Ça, c'est peut-être l'élément positif. Donc les Algériens ont compris qu'être entrepreneur, quand je suis arrivé en 2010, je voyais plein d'entrepreneurs qui allaient en Chine, ils ramenaient des conteneurs et ils disaient « je suis chef d'entreprise ». Je lui dis « non, tu es un commerçant ». Donc il aura fallu du temps pour comprendre. Mais certains le sont devenus. Mais bien sûr, ils le sont devenus. Ils le sont devenus parce qu'ils veulent le rester. Ceux qui ont la mentalité de commerçants, ils sont en train de fermer leurs portes. Il y a un travail de nettoyage de la part du ministère du Commerce, des impôts, qui sont en train de mettre à niveau les registres de commerce, etc., en termes réglementaires, en termes d'agrément. Je vous assure qu'il y a des morts sur le trottoir. Donc, moi, j'ai applaudi, j'ai quelques contacts dans la PME, mais quand ils se plaignent, je dis non, l'Algérie est en train de se remettre sur ses pieds. Si tu travailles dans le médical et que tu n'as aucune formation, pour importer des biens d'équipement qui nécessitent une expertise, non. Tu en as vécu pendant 20 ans, khalas. Il faut trouver quelqu'un qui soit capable de discuter les normes, parce qu'on va mettre des normes. Donc tous ces entrepreneurs en devenir devront être véritablement des managers avec un niveau de connaissance. On n'a pas besoin tous d'être des ingénieurs, mais il faut utiliser des ingénieurs. Si on est manager, on utilise des ingénieurs. Dans la pharmacie, on utilise des pharmaciens, etc. Donc l'entrepreneur, il doit juste avoir le goût du risque. Et le goût je ne dirais pas la cupidité, de gagner de l'argent. Le goût du risque, c'est la formule qui sied beaucoup à l'investissement. Bon, nous, on connaît un petit peu cela à Interface à Radio M. D'ailleurs, c'est l'occasion de poser aussi la question. Il y a des domaines qui restent toujours fermés à l'investissement. Enfin, le sentiment, par exemple, l'industrie des médias. Personne ne va proposer aujourd'hui le rachat du groupe Al-Watan, parce qu'on a eu la tentative de Rabrab il y a, j'avais oublié de fermer mon téléphone, ça arrive, la tentative de Rabrab de reprendre le groupe Khabar en 2015 avait été bloquée, et depuis on sait ce qui arrive aux hommes d'affaires qui veulent venir dans le secteur des médias. Alors c'est encore plus grave pour ceux qui viennent dans des médias qui ont la volonté d'être indépendants. Je pense notamment à Nabil Mellah qui est en prison. On parlait d'investissement dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Mérinal est en train de finir l'usine la plus importante probablement d'Afrique, à Mftah. Et son chef d'entreprise est toujours condamné en prison. Il passe le 9 octobre en appel. Ma question c'est est-ce qu'il y a des secteurs qui doivent être ouverts, qui sont fermés jusqu'à maintenant? J'ai évoqué l'industrie des médias, mais il y en a d'autres. C'est un mauvais exemple, l'industrie des médias. Pourquoi ce serait un mauvais exemple? Non, parce que finalement, l'industrie des médias, aujourd'hui, si tu veux, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont fait leur restructuration industrielle et même mentale. Oublier un peu que le média papier n'est plus le prépondérant. Donc, au cours des 20 dernières années, notre présence ici, ce n'est pas un média papier. Tu comprends? Donc, il y a. Mais même ceux qui ont fait le choix de division ne sont pas consolidés dans l'investissement, puisqu'ils ont toujours le statut de. Bon, il semblerait que Tebboune a demandé à ce qu'il devienne. Le président Tebboune a demandé à ce qu'il soit inscrit maintenant en CNRC Algérie, les éditeurs de télévision. Ça, c'est comme vient de le dire. Attends, mais c'est des dizaines de milliers d'emplois qui ne sont pas créés parce que l'écosystème est bloqué. Production de télévision. On revient à un retour à la régulation. Donc il faut qu'il y ait une certaine régulation, avoir, si tu veux, être une chaîne télévision dire algérienne et être, si tu veux, situé légalement outside de l'Algérie, Mais ce n'est pas le choix de ceux qui ont lancé les projets. C'est la réglementation qui les amenait à faire ça, donc c'est une entourloupette qu'ils utilisaient pour pouvoir investir, pouvoir exister. Ça, c'est ce que. Mais la régulation va venir et bon, que l'on fasse ça aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Mais la partie, si tu veux, investissement sur rachat des chaînes ou rachat des journaux, tout, on n'en est pas là.
Plutôt, moi, je parlerai de rachat. Il y a un immense potentiel qui dort, il y a des entreprises fermées, il y a des usines fermées, avec un potentiel personnel qui est là. Et je vois que ces groupes industriels veulent encore, si tu veux, réinvestir, relancer, remettre encore de l'argent au lieu de changer de solution. Ces solutions ont été déjà utilisées. C'est absurde, c'est Sisyphe. Ils savent bien qu'ils vont remonter la boule jusqu'au sommet, elle va redescendre. Donc, il faut donner ces usines-là, au lieu de chercher à les relancer, à les rouvrir par l'entreprise publique, par le groupe, il y a des instruments juridiques et économiques qui existent. Si tu veux, le contrat de management ou la location des infrastructures, qu'ils le fassent et qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à reprendre des usines textiles qui sont fermées ou des usines de transformation dans l'industrie manufacturière ou dans l'industrie métallurgique. Est-ce que c'est si vrai que ça? Parce que quand on voit, j'ai cité tout à l'heure Laël Ben Amour, ce qui lui a coûté de se retrouver en prison, c'est ce type d'opération. Il avait repris. Mais parce qu'elles se sont faites par les bypass. Elle avait repris Je suis d'accord avec toi. Et les gens, et moi je connais d'autres privés qui ne veulent pas avoir affaire à des actifs publics, racheter des actifs publics, si parce que c'est toujours très compliqué après. Non, si tu veux, le rachat avec des actifs... Les Ériades de Corso. Les Ériades de Corso que je connais bien parce que j'ai fait le diagnostic. Non, ce que je dis, c'est pas pour rentrer dans l'exemple, c'est pour dire, est-ce qu'un privé qui a des volontés d'investir, est-ce qu'il a intérêt à aller prendre un actif public dormant? Non, attendez, je n'ai pas terminé. Là, c'était une conjoncture spéciale, il vient de la décrire, c'était les copains et les coquins. On ne va pas, c'est pas n'importe qui. Moi, si j'avais pu légalement accéder à un contrat de management du complexe de Corso, c'était la première des choses que j'aurais faites. Parce que j'en avais fait le diagnostic industriel, le diagnostic économique, c'est un bijou, c'est une machine à sous. Mais Ben Amour l'a obtenu par le fait qu'il était dans le système. Ce n'est pas par une concurrence avec d'autres investisseurs. Aujourd'hui, on fait ça dans la transparence et dans la légalité. Tout le monde va accéder à ça. Il sait qu'il le fait dans la transparence, qu'il le fait pour investir, pour développer, pour ne pas faire en sorte que c'est des usines où on va jeter de l'argent public pour rien. Moi, si on me donne une usine, un complexe textile comme TBSA ou un complexe textile comme Sebdou, comme... Enfin, je dois préciser quand même, oui. Benamor est en prison, l'entreprise Benamor a payé l'actif. Il a payé l'actif. L'actif est payé. Là. Quand on dit il l'a eu, on a l'impression qu'il l'a eu gratuitement. Il a payé l'actif. Ce qui pouvait être discuté, c'est peut-être l'évaluation par la partie publique, les modalités, l'évaluation de l'actif. Mais l'actif, la transaction, elle a été faite. On ne peut pas balancer une accusation comme ça. Je ne lance pas d'accusation en l'air. Non, j'ai insisté. Non, si tu permets que je te dise, moi-même, on m'a sollicité dans les années 80, 2010, 2012, 2013, on m'a sollicité avec des investisseurs privés pour prendre des actifs publics. Par le bypass, par le copinage, j'ai refusé. J'ai eu la forte présence d'esprit de dire c'est pas normal. Alors je te pose une autre question. Non, c'est tout. Pourquoi ça va changer? Ça change, s'il te plaît. Pourquoi ça va changer? Non, parce que tu as proposé. Arrête, je suis sur ta proposition. On ne parle pas du même sujet. On ne parle pas du même sujet. Moi, je parle de la relance de l'investissement. Oui, tu dis quelque chose d'intéressant. Je te repose la question. Autrement, tu fais une proposition qui est intéressante. On l'écoute, on essaie d'aller avec toi dans ton raisonnement. Plutôt que de remettre de l'argent public, du trésor public dans des actifs publics dormants, des entreprises, on sait, c'est rocher Sisyphe, qu'on va encore perdre de l'argent, etc., ce serait mieux de les céder à des privés sous différentes formes, contrat de management ou cession d'actifs, etc. Dans la transparence. Alors ma question c'est, est-ce que ce régime politique, aujourd'hui, qui n'est pas capable de nous sortir un cahier d'agrément, l'agrément pour l'importation de véhicules, parce que le parcours roulant c'est le même depuis 4 ans, il n'a pas bougé, est-ce qu'il est capable d'engager ces opérations-là? Est-ce qu'il y aura des privés qui seront prêts à aller acheter sans avoir peur qu'ils soient poursuivis après, comme a été Ben Amour? Et on a commencé par dire qu'il faut rétablir la confiance. L'investissement sans le rétablissement de la confiance dans l'espace économique et l'espace juridique de l'investissement. Donc on attendra. Donc, cette solution attendra. Il faut agir. Non, mais moi, je ne suis pas là à attendre Godot, non? Non, mais personne ne va céder. Est-ce que tu as conscience qu'aujourd'hui, personne ne va céder un actif public dans le contexte d'aujourd'hui? Pourquoi veux-tu que je dise que c'est un tabou? Mais non, c'est une nécessité économique.
Je dois relancer l'investissement. J'ai deux solutions. Les groupes industriels, ils veulent remettre de l'argent avec l'appui du ministère de l'Industrie qui dit « je vais réouvrir des usines ». Mais cher ami, tu as déjà investi, tu as déjà mis de l'argent et on a vu que ça n'a pas donné. Donc il ne faut pas insister, il faut changer. Un problème a plusieurs solutions. Il n'y a pas une seule et unique solution que tu vas m'imposer. Non, l'économie te permet de... Et donc, je ne suis pas sûr qu'on se soit compris, Reda. Non, c'est ton compris. idée, elle est bonne. S'il te plaît, le problème, c'est le contexte politique. Bon. Aujourd'hui, on n'a personne qui peut prendre ces décisions. Mais gouverner, c'est prendre des décisions, mince. Si je suis un chef de gouvernement, si je suis un président, si je dois relancer l'investissement, c'est que je prends des décisions, c'est qu'il y a un problème ici, je le résous, il y a différentes solutions, je prends la meilleure et la plus optimale, et celle qui me ramène le plus d'emplois, le plus de richesses créées. Tu as vécu trop longtemps avec Blaise Abdel. Mais c'est pas ça, non, tu te trompes sur ça. On est dans un contexte où un ministre de l'Industrie n'arrive pas encore à décider, arbitrer sur... Mais parce que c'est pas son métier. C'est pas parce que c'est son métier. C'est pas son métier. Reda, il faut dire les choses, les gens ont peur. Incompétent, il laisse la place. C'est pas de l'incompétence, il y avait... Parce que... Mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. S'il te plaît, j'ai travaillé avec des ministres qui m'ont dit si tu as peur d'aller en prison, ne reste pas à ce poste. Je t'assure qu'on me l'a dit. Et un polytechnicien, pas n'importe quel. Mais ça a changé, le personnel ça n'a pas changé. C'est la vérité. Si tu es un entrepreneur, tu ne prends pas de risques. Tu n'es pas un entrepreneur. Si tu es un homme politique qui décide dans un secteur stratégique, économique, où il faut y aller, il faut aller au combat. Là, on est en plein combat, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Point de vue investissement, point de vue opportunité. Et on a des emplois à créer, on a des 500 000 jeunes qui arrivent diplômés en plus. Ce n'est pas des analphabètes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Il faut que j'ai une dynamique de création de richesse. Et donc, si je ne prends pas ça, les plastiques, c'est que tu es incompétent. Il n'y a pas un autre mot. Si tu n'arrives pas à résoudre ces solutions de relancer l'investissement en vendant des actifs publics, dans la transparence et dans la légalité, c'est que tu as peur de faire ça. Eh bien, ne prends pas de risque, ne prends pas, ne deviens pas ministre. C'est plus de ça, voilà, c'est plus de ça. Bien sûr. Pour passer outre les peurs et les sessions entre amis, dans tous les pays du monde, quand il y a une vague de privatisation, on vote une loi de privatisation. C'est ça qui protégerait. C'est une loi qui passe au Parlement, on la discute et on définit les modalités. Il se peut que l'on ne termine pas, parce qu'il y a tellement de choses à privatiser en Algérie, mais on définit le cadre légal de la privatisation. Donc le ministre ne fait qu'exécuter. Donc chaque ministre, chaque direction de ministère de l'Industrie regarde ce qu'elle a en portefeuille et arbitre les priorités, mais dans le cadre légal. Mais il y a un tabou à franchir, un tabou politique. Parler de privatisation. Ça s'est fait déjà. On a déjà privatisé en Algérie. Oui, mais on n'a pas terminé. On a privatisé, mais on n'est pas encore sorti. C'est plus un tabou. Eh ben, pourquoi ils ne prennent pas une loi de privatisation? Non, c'est la faisabilité. Le tabou, c'est plus un tabou. Mais voter une loi de privatisation ne veut pas dire qu'on va réussir à privatiser, parce qu'on va discuter de la manière de le faire. Est-ce que ça va être attractif pour les investisseurs? Mais à partir du moment où la loi définit, on déroule simplement. On déroule. Donc il n'y a pas de décision. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a un problème lié à ça. Je n'ai pas envie d'apporter de bémol parce qu'on va encore rentrer dans le débat, mais il y avait aussi une loi qui accordait aux assembleurs d'automobiles tous les avantages prévus, la TVA, les droits de douane, etc. C'était une loi votée par le Parlement, le Premier ministre, etc., proposée par le gouvernement. Tout le monde est en prison. Donc, la loi qui protège... Oui, la loi qui protège... Alors, je dis pas... Ce n'est pas... Là, on a créé des structures, donc il faut vérifier. Mais vendre un actif du patrimoine national, c'est définir comment on le vend et quelles sont les conséquences sociales pour les employés. C'est ça. Ces lois existent. Oui, mais on va avancer dans le débat. Juste, on est obligé d'avancer dans le débat sur l'investissement. La friche industrielle, on en revient. C'est les entrepreneurs et c'est les hommes politiques qui sont là frileux. Mais voilà, c'est non. C'est non. Mais attends, mais tu l'aurais dit dès le départ comme ça. Mais non, pardonnez-moi. J'ai assisté à un roadshow de Temar en 2006 à Marseille. Je peux vous le dire, il est venu avec 1200 sociétés à privatiser et 65 hôtels. J'étais le responsable de l'UBS à l'époque, donc je suis allé écouter. Donc il expose, il parle de l'Algérie, il parle bien, etc. Et puis il leur dit il y a des ateliers avec les data. Venez faire vos courses. Mais oui.
il y a un chef d'entreprise français qui lève le doigt. Est-ce que j'ai le droit de licencier? Et là, il lui dit, ah non, il faut que ça se fasse sans casse sociale. La moitié de la salle est partie. Donc, déterminer comment ça doit se faire, mais c'est primordial. Ils ne l'ont pas fait, c'est des lois de privatisation imparfaites. Donc elles n'existent pas, puisqu'elles n'aboutissent pas à la privatisation. Omar, tu nous as mis un pied à l'autre côté de la Méditerranée, à Marseille, on va y rester. Goût du risque. Le thème de l'émission, c'est est-ce que ça redémarre, l'investissement, etc. Et dans l'investissement, évidemment, il y a la part des investissements directs étrangers, les IDE, qui peuvent être peut-être pas la locomotive, mais qui sont toujours un indicateur important. En Algérie, il faut se rappeler que Bouteflika, quand il est arrivé en 2002, il y a quand même eu la licence Jay-Z avec l'arrivée des Égyptiens, il y a eu Lafarge qui est rentré un peu plus tard, il y a eu quelques 3-4 beaucoup qui ont fait que la confiance était relativement installée et qu'on a eu quelques IDE qui se sont arrêtés après, quand il y a eu retournement et le droit de préemption et les 49-51 à partir de 2009. Comme réponse à la crise des subprimes, on n'a pas très bien compris le lien, mais c'est une grosse erreur qu'on a payée pendant très longtemps avec les IDE. Est-ce qu'on peut compter dans cette séquence sur un retour des IDE? Dans ce contexte, il est difficile d'envisager des associations, les IDE utiles, qui sont de nature à irriguer tout le pays, c'est privé à privé. Donc, on peut avoir des IDE signés avec l'État qui limitent le risque des grandes entreprises. C'est d'où les projets de fer, de phosphate que l'on peut avoir avec les Chinois ou avec des Australiens, peu importe. C'est-à-dire que et c'est très important, c'est-à-dire que les grandes entreprises ne prennent pas le risque d'y aller seules avec un privé. Donc, elles veulent être paradoxalement, puisque ce sont des entreprises privées, cotées en bourse, etc., elles préfèrent prendre un risque, partager le risque avec l'État, et dans des secteurs stratégiques. Ce qui témoignerait d'un véritable engouement pour la destination Algérie, c'est des PME entre elles, c'est des chefs d'entreprise qui vont à Strasbourg, ou qui vont à Londres, ou qui vont à Bruxelles, ramener un entrepreneur en le rassurant, en lui disant non, que ce soit 51, 100%, viens, on s'associe. Ça, c'est pas pour demain. Pourquoi? Parce que le contexte n'est pas rassurant. J'ai cherché pour un de nos amis communs un partenaire pour une unité agro-industrielle. J'ai trouvé un Belge et un Allemand qui cherchaient à investir en Afrique, donc d'une manière générale. Je lui ai envoyé le dossier et il m'a dit non, pas l'Algérie pour le moment. C'est parce que c'est en Algérie. Mais bien sûr, on ne regarde pas le marché, on ne regarde pas la capacité. Non, tout le monde en plus, je crois savoir que c'est une unité qui est déjà installée. Il n'y a aucun risque opérationnel. Voilà, c'est une unité déjà installée. Même cela. Même cela, parce que c'est le risque pays. Quand l'investisseur prend des risques. Quand on ne veut pas prendre des risques, on achète des bons du Trésor. Donc il prend le risque de performance, il est à sa charge. Il ne demandera jamais à un État de lui garantir le risque de rentabilité, l'espérance de gain. Il fait ses calculs, mais il ne doit pas être contraint. Il ne peut pas y avoir de causes exogènes à son investissement qui viennent perturber sa rentabilité. Ça s'appelle le transfert des dividendes, ça s'appelle la fiscalité, ça s'appelle le risque juridique. C'est tout cela. Aucun investisseur ne veut prendre ça. Il faut qu'il y ait un cadre dans lequel, s'il a fait un bon pari, il fait des résultats qu'il peut transférer après avoir payé ses impôts, s'il est imposé, sans aucun problème. Et s'il se casse la figure, il ne demandera pas à l'État de le rembourser. Ça se passe partout dans tous les pays du monde. C'est cela. Même la Chine a sécurisé les investissements américains et des fonds qui sont venus chez elle. C'est-à-dire qu'elle a fait un cadre, elle a limité. Je me souviens, j'étais dans la banque, la Chine avait mis en vente partiellement 10% du capital de grandes banques commerciales. Mais il y a eu une foire d'empoigne des grandes banques pour aller prendre ces 10%, elle les a mis aux enchères. Aux enchères. Ils n'ont pas eu peur. Elle leur a garanti. Elle les a rachetés.
Ils ont tous fait, parce que de nouveau, ils ont de nouveau renationalisé ou donné à des investisseurs privés. Ils ont acheté à Goldman Sachs, à Morgan Stanley, à UBS, qui avaient acheté dans les années 2000, leurs 10%. Ils espéraient monter. On a tendance à éluder le risque pays, Algérie. Mais bien sûr. Mais nous, quand on regarde notre nombril, ils sont un peu égocentrés, les Algériens. Ils pensent que c'est la meilleure destination au monde. Mais non, il y a tellement d'endroits dans le monde où les investisseurs n'ont pas ce risque. Ils n'ont qu'un risque économique ou un risque de fluctuation de devises. Mais tout ça, ils peuvent le hedger. Ils peuvent le corriger. Mais non, pas une modification de loi. C'est un peu surprenant ça, Reda, parce qu'on a le sentiment quand même que c'est un pays relativement stable par rapport, y compris à certains concurrents directs, même taille de PIB, même population, pour attirer les... la dernière fois, tu nous avais choqué un petit peu le public en disant qu'il ne fallait rien attendre des Européens, qu'il n'y a que leurs intérêts, qu'ils n'allaient pas investir en Algérie. Mais on va supposer, on va être un peu bisounours, on va être un peu bisounours, on va penser que l'investisseur de Bruxelles ou de Francfort va quand même regarder le dossier Algérie, il va vouloir venir. C'est quoi ce risque pays? Pourquoi il y a encore un pays? Tu crois que les pays voisins sont submergés par les investissements directs étrangers? Mais c'est des investissements superficiels. Hein. Il n'y a pas d'investissement réel. Je continue à maintenir ce que j'ai dit la dernière fois sur l'Union européenne et son impérialisme. Le problème n'est pas là. Le problème, les IDE. Aujourd'hui, on est fixé sur les IDE. L'investissement étranger n'est pas seulement sous forme d'IDE. Aujourd'hui, on est en mesure, on a fait et on a obtenu de la croissance. On peut, si tu veux, aujourd'hui, il y a un problème grave que les financiers connaissent et dont on ne veut pas parler. Il y a ce problème de l'usage des réserves. Nos réserves aujourd'hui en dollars. Le dollar et l'euro sont en train de se détériorer par l'impression de billets et tout. C'est avec cette inflation qui est à 8-10% et qui va être structurelle pendant 3-4 ans. Donc on va avoir une... Et le dollar et l'euro sont en train de perdre aussi leur valeur par rapport à l'or qui reste la référence. Donc nos réserves sont en train de fondre en termes. Si, dans cette fenêtre, nous n'ouvrons pas l'investissement, et pas l'idée seulement, avec ces ressources que j'ai, je reviens toujours à ce que j'ai dit, les crédits, l'usage des crédits extérieurs, le financement extérieur, c'est de l'investissement étranger quand je ramène. Quand mes industriels vont acheter des équipements, vont acheter des process, vont s'associer avec un partenaire étranger pour construire des usines ou des lignes de production. Mais ils ne veulent pas ces partenaires étrangers, c'est ça le problème. Non, et quand tu vas acheter l'équipement et que tu vas acheter la technologie, s'achète l'équipement, s'achète. Par exemple, le créneau, je prends le créneau soit du solaire, soit du dessalement d'eau de mer. Pour notre sécurité hydrique, il n'y a pas de problème. Au moins le tiers de nos besoins en eau vont être satisfaits par le dessalement d'eau de mer. Et nous avons derrière aussi les surplus par rapport à l'autre programme, l'électricité solaire photovoltaïque où nous allons avoir des surplus. Donc l'usage de ces surplus plus les besoins, donc industrialiser tout le créneau, le créneau de l'équipement de dessalement d'eau de mer. C'est des technologies, complexité 2, 3, 4 maximum et que nous maîtrisons. Et donc, on doit investir. Je vais voir des partenaires industriels, j'achète des équipements, j'achète des process, j'achète de l'assistance technique. Mais je prends seul tout le risque. En fait, l'investissement dans les IDE, c'est aussi faire prendre une partie du risque par l'investisseur étranger. Mais le risque, je le prends, quel que soit en IDE ou pas, on l'a déjà fait. Je peux prendre des partenaires et et à ce moment-là, quand j'achète l'équipement chez eux, j'achète la technologie chez eux, j'achète l'assistance technique et ils la financent, ils ont leur banque qui vont leur donner, qui vont les soutenir en crédit fournisseur vers l'Algérie. Et l'Algérie, sur ce plan-là, est solvable. Donc, les crédits vont arriver et on construit. Si cette dynamique est lancée, les IDE après vont venir. Et les IDE chinois, il ne faut pas oublier l'histoire, il faut la relire, hein, depuis 79. Les premiers investisseurs IDE en Chine, et ça reste encore aujourd'hui, c'est la diaspora chinoise. À un moment, la diaspora chinoise détenait 70% des investissements directs étrangers en Chine. Et ce chiffre-là est resté prépondérant. Donc nous, on a une diaspora. On peut, si tu veux, c'est pas la même proportion peut-être que la Chine, mais elle est là.
On peut lui demander de venir investir si on assure. C'est pour ça que j'ai dit l'investissement, c'est un problème de rétablissement de la confiance. Aujourd'hui, la confiance ne règne pas. Si tu as un litige commercial avec une entreprise publique, tu vas au tribunal. Le tribunal, pour ne pas se compliquer l'existence, il donne raison à l'entreprise publique. Tes factures ne sont pas payées. Toi qui es associé avec un étranger, tu ne peux pas rembourser, tu ne peux pas payer. Ouais. Et tu vas en appel au Conseil d'État. Le Conseil d'État est devenu comme la Cour suprême. C'est tout s'avancé là, ils ne peuvent plus traiter. Alors que les litiges commerciaux, c'est les tribunaux de commerce, des tribunaux semi-privés qui te permettent de traiter l'affaire en 45 jours et liquider dans la discrétion, dans le respect, si tu veux, de la discrétion des partenaires industriels et commerciaux. Là où nous n'avons pas cet outil. Il faut qu'on rétablisse les bons outils qui permettent le développement, qui permettent de rétablir la confiance et qui permettent, si tu veux, la fluidité des actions. Et là, nous ne l'avons pas. On va finir avec les outils et avec le principal des outils pour les investisseurs, c'est le financement. On a beaucoup évoqué l'épargne dormante en Algérie. Bon, on peut avoir un débat sur la réalité de cette épargne. Ali Harbi a toujours affirmé, et Reda aussi, qu'en fait, on ne devrait pas la qualifier de dormante. Celle de l'informel, elle tourne. Elle permet, l'argent tourne, il n'est pas dormant. Et donc, peut-être qu'il n'y a pas finalement autant d'épargne mobilisable pour syndiquer des financements de grands projets. Il faudrait déjà que le système bancaire les capte, etc. Ma question, c'est est-ce que le système financier, est-ce que les banques aujourd'hui peuvent accompagner une boulimie d'investissement si elle devait se déclencher? C'est ce qu'on souhaite. Mais elles sont dans la gestion de l'alternative financer le privé ou financer le public, en raison des déficits cumulés du budget. La Banque centrale a trouvé une astuce pour ne pas financer directement le trésor, elle passe par les banques. Donc elle leur a fait des facilités. Donc les banques ont fait des opérations de trésorerie. Tout à l'heure, notre ami a parlé d'un dossier d'études sur les banques et le rétablissement de leur activité. Elles ont fait des opérations de trésorerie. Les opérations de trésorerie, c'est quand on a un différentiel de taux d'intérêt sans risque. On va se financer auprès de la Banque centrale à un taux inférieur au taux qu'elle on prête au Trésor. Donc, on n'a pas besoin de clients. Quand on fait ça, on n'a pas besoin de clients. Donc, on n'a pas besoin d'engagement. On n'a pas de crédit. Oui, voilà. Donc, je souscris aux émissions du Trésor, c'est bon du Trésor. J'ai un différentiel de taux et je n'ai même pas besoin de provisionner. Et même, on peut réduire le nombre de... C'est arrivé dans les époques, dans différentes époques en Europe, quand les taux d'intérêt étaient élevés, les banques utilisaient les dépôts. Donc, pour revenir après à l'informel, quand on dit que l'informel ne dort pas, mais non, s'il était bancarisé, tout en tournant, puisque c'est les dépôts qui font les crédits, on augmente la base du multiplicateur de crédit. Donc, quand ils sont à l'extérieur, ils ne payent pas l'impôt, les charges sociales, et ils ne permettent pas aux banques d'augmenter leur base de dépôt, qui est l'élément essentiel pour faire des crédits. Donc, il est utile de le bancariser, de le sortir. Bien sûr, on ne peut pas dire que tout n'est pas... Il y a une thésaurisation. Bien sûr, il tournait dans le circuit commercial. Et d'ailleurs, les restrictions des importations ont réduit l'utilisation de ce cash. Ce cash tournait avec des conteneurs qui venaient de Chine, etc. Donc, il ne faut pas croire qu'il a fait tourner l'économie dans la période faste, mais aujourd'hui, il n'a pas d'utilité. Ça veut dire que cet argent n'existe pas dans les statistiques des banques et des marchés financiers. Donc, son utilité est réduite. C'est du papier dans les armoires. Une fois bancarisé, si on considère que les banques sont en mesure de bien faire leur travail, elles augmentent leur base de dépôt et elles peuvent financer l'économie privée en même temps qu'elles financent le Trésor. Les besoins du Trésor sont en diminution grâce, thanks to the oil, le prix, mais bien sûr la fiscalité pétrolière. Donc je pense que le Trésor aura moins besoin de solliciter les banques. Donc les banques ayant rétabli leurs fonds propres, toujours grâce au Trésor, elles devraient être en mesure, si elles attirent ces dépôts, de faire plus de crédits au privé. Faire du crédit, pourquoi la concurrence elle est malsaine entre financement public et financement privé? Le financement public est sans risque.
Le financement privé, il faut travailler, il faut lire les projets, regarder les rentabilités avant d'accorder le crédit. Donc c'est ça le véritable métier de banquier, c'est financer l'économie, c'est pas financer l'État. Si on avait un marché obligataire, l'État lancerait des obligations dans le marché, et des entreprises peuvent y souscrire, c'est pas forcément les banques. Quand ça les arrange, elles peuvent y souscrire ou pas. Ou elles peuvent y souscrire pour leurs clients, justement ceux qui rentrent leur argent et qui ne veulent pas qu'il soit dormant dans des comptes de dépôt ou à terme, ils peuvent demander d'acheter des obligations assimilables du Trésor et les détenir. Mais que ce ne soit pas les banques sur leurs fonds propres qu'ils le fassent. C'est ça la marche normale de l'économie. Alors, remettre les banques en configuration de pouvoir financer l'investissement et le bien développement, c'est le chantier numéro 1 et ça passe par une réforme. Mais bien sûr, réformer, déjà, cesser de leur demander de financer le Trésor. C'est un effet d'éviction pour l'investissement productif. Mais bien entendu. Et leur demander de trouver la meilleure façon d'attirer. Bien sûr, je ne veux pas rentrer dans les histoires de charia, de taux d'intérêt, mais comment donner de la confiance à ceux qui détiennent des encaisses cash pour les mettre dans les banques. Bien sûr, il faut trouver un moyen de rémunérer. Mais ça ouvre le chantier de la réforme du marché financier. Donc quand on me dit qu'une frange importante de la population n'aime pas les banques et n'aime pas l'intérêt, mais le marché financier, il est là. En Arabie Saoudite, le marché boursier, il est dynamique dans les Émirats. Mais parce que acheter des actions, c'est halal, à côté d'un dépôt bancaire. Donc si on avait un marché financier dynamique, on pourrait leur dire non, vous ne pouvez plus nous opposer le charia compatible. Donc vous pouvez acheter des actions, et acheter des actions, c'est financer les fonds propres. C'est le meilleur moyen de financer l'économie, c'est participer aux fonds propres. Ça rendrait les porteurs de projets, les entreprises moins dépendantes du crédit bancaire. Mais bien sûr, et on associerait plus de monde. Reda, on va finir sur ce sujet, donc du financement. Justement, les banques n'ont pas développé les outils nécessaires, si tu veux, à cette relance de l'investissement. Je pense que les fonds d'investissement n'ont pas été développés. Nous n'avons pas de fonds d'investissement. Interne, chaque banque aurait pu développer un fonds d'investissement à travers ses dépôts ou à travers ses... Aujourd'hui, j'ai lu un peu, je vais te demander le rapport, mais j'ai lu le rapport déjà de notre ami Rachid Skak sur les banques algériennes en 2020 et 2021. Elles ont reconstitué leurs fonds propres, elles ont provisionné toutes leurs créances douteuses et tout ça. Elles se portent bien. On parle des banques publiques. Hein. Non, les banques même privées. Elles ont racheté auprès du Trésor, si tu veux, des obligations que la Banque d'Algérie a permis au Trésor de diffuser. Et elles font un gain. Mais il faut qu'elles reviennent à leur métier de banquier, faire du crédit. On peut faire du crédit directement en soutenant les investisseurs et en soutenant aussi et surtout les entreprises qui fonctionnent, en leur finançant leur exploitation. On a parlé des 80 millions de dinars. Mais à des taux réels, pas à des taux usuraires. Comme à l'intérêt qui m'a ton entreprise, c'est du 9-11%, alors qu'ils achètent à 2,5% à la Banque centrale. Donc il faut que leur crédit à l'économie, au fonctionnement, soit des crédits compatibles avec la réalité du marché, c'est-à-dire vendre du crédit à 3-4% d'intérêt, pas plus, et elles gagnent déjà. Mais aussi, elles doivent développer d'autres instruments pour permettre, si tu veux, cette place financière. Elles peuvent elles-mêmes devenir des investisseurs. Elles peuvent créer des sociétés à capital risque. Nos banques publiques et même les banques privées qui nous disent, ailleurs, elles ont leur société de capital risque, Société Générale ou la BNP ou l'autre, la BC Banque, ils ont. Mais en Algérie, ils n'ont pas créé ça. Alors, ce sont ces sociétés à capital risque qui vont investir, qui vont venir soutenir soit les entreprises publiques, soit les entreprises privées. Elles peuvent rentrer périodiquement ou en permanence dans le capital, elles peuvent revendre ces actions après. Vous voyez donc ces outils-là de fonctionnement. Les banques algériennes, quand on parle toujours réforme bancaire et tout, c'est du pipeau pour moi. Lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent, elles savent gagner de l'argent. Lorsqu'elles savent gérer pour récupérer. Mais développer de nouveaux instruments pour le développement, pour l'investissement, elles sont frileuses, elles ne le font pas, parce qu'elles gagnent de l'argent par ailleurs. Sans risque. Sans risque, mais là, c'est aux propriétaires, c'est l'État propriétaire.
Moi, je suis propriétaire. Si je suis actionnaire dans ces banques, mon conseil d'administration, il faut que je mette des morts. Je ne parachute pas n'importe qui dans les conseils d'administration. Je prends des administrateurs professionnels, compétents. Voilà un administrateur qui peut être dans une banque s'il y avait un appel d'offres pour appel à candidature. Et on prend les meilleurs, et à ce moment-là, le conseil d'administration de la banque, il dit, je dois développer cet outil, les fonds propres, je dois développer ça, je dois développer des entreprises d'assurance ou de réassurance pour l'investissement, pour tous les outils du développement au niveau des banques. Un point de divergence. Non, c'est pas de la divergence. On parle d'investissement. Ça dépend pas que de la compétence. C'est de la compétence parce que si moi. C'est pas que de la compétence. Mais je te parle de compétence. Il y a des gens compétents, on les a connus compétents. Quand ils vont dans les conseils d'administration des banques, quand ils vont, ils se couchent. Tu connais cela? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit autre chose. J'ai dit que si l'État veut lancer l'investissement, s'il veut développer, il doit nommer des gens compétents. Il faut qu'il ramène des gens compétents dans les conseils d'administration qui lui proposent les solutions. Ce sont les conseils d'administration qui vont dire à l'Assemblée générale, aux propriétaires, voilà ce qu'il faut faire pour que je relance l'investissement. Voilà ce qu'il faut faire pour que j'ai un investissement, un développement à 6 ou 8% par an. C'est avec ça. Ce sont ces compétences qui vont dire au propriétaire ce qu'il doit faire. Ce n'est plus le propriétaire qui va donner des injonctions bureaucratiques ou administratives en fonction des copains et des coquins. Non, c'est la réalité économique qui remonte la décision, la demande de décision. Et c'est là où on a eu la grande période Butchin. C'est là où il faut on a eu la grande période Butchin CPA. On a eu la grande période Haddad CPA. Bon, non, on est dans une émission où on doit dire la réalité. Tu peux mettre les experts les plus compétents dans les conseils d'administration des banques. Si tu as un pouvoir politique qui considère que c'est sa banque, c'est le téléphone, c'est lui qui décide qui prend un crédit et c'est lui qui va décider quel projet bloqué, il ne doit pas prendre de crédit, ça fonctionnera comme ça. Donc la première des réformes, non, on ne va pas vendre du vent à notre public. La première des réformes, elle est politique. Elle est dans la sanctuarisation de l'économie par rapport à la décision politique. Moi, j'étais journaliste dans les années 90. Le général Butchin avait une ligne directe avec CPA, il est toujours vivant, on peut en parler avec lui, c'est là que ça va. Il a refusé d'être honoré. Et ça a été toujours comme cela. Ça a été toujours comme ça. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai une petite divergence avec toi, tu t'es enflammé. Je veux bien que quelqu'un, une tête bien faite comme Omar Belkouk, soit administrateur ou président du conseil d'administration de la plus grande banque d'Algérie. S'il y a au-dessus de lui un général ou un ami du frère du président qui est le propriétaire, il considère que c'est à lui de décider, ça ne marchera pas. Non, ce que je dis, si tu es un administrateur compétent et qui peut aller travailler à l'UBS ou qui peut travailler à la BNP, s'il propose des solutions, il va au combat contre ce décideur politique. C'est ce que je te dis. Où il va au combat ou alors il se retire. Il se retirera. Mais c'est ça ce qu'il va faire. Tout le monde va se retirer. Tout le monde est en train de se retirer. Je veux rebondir sur la remarque sur les banques étrangères. Elles peuvent remercier Yahya quand il a introduit la lettre de crédit comme seul moyen de paiement des importations. Il les a enrichis, il ne faisait que du court terme. Juste pour dire pourquoi il n'y a pas eu les fonds d'investissement. Un banquier, c'est un commerçant. Bien sûr. Il va là où il réduit son risque, où il gagne bien. Elle gagnait, bien sûr c'était du prorata temporis sur une opération de 3 mois jusqu'à 14%. Entre les frais, le crédit. Elle ne gagnait pas 14% sur l'année, mais le taux annualisé, c'était 14%. Pourquoi vouliez-vous qu'elle prenne des risques d'investissement? Donc la décision politique peut biaiser les activités. Donc, au-delà du coup de fil, ça veut dire on croit avoir pris une bonne décision économique, mais c'est une aberration. Les fournisseurs disent, mais pourquoi vous voulez payer d'avance? Donc, les Algériens payaient d'avance leurs importations. Alors qu'auparavant, ils avaient 90 jours, 120 jours. Bien sûr. Et donc, ils vivaient avec l'argent des la fameuse loi de finances complémentaire de 2009. 2009. La loi de finances complémentaire de 2009. Merci, on a dépassé de beaucoup le 1 heure consacrée au Café des experts économiques. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à suivre nos contenus sur les 2 plateformes d'information, radio-m.net et maghrebemergent.net dédiées à l'économie. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube Yatek Msaha. À très bientôt.